Et nous allons commencer par Sylvie Choqueron, que je ne dise pas de bêtises, le cerveau optimiste. Sylvie Choqueron est neuropsychologue à la Fondation Rothschild. J'avais écrit la FOR, parce que ceux qui connaissent disent la FOR. Elle est directrice de recherche au CNRS. Son dernier livre s'appelle « Dans le cerveau de... » 3 petits points. Et en fait, je suis même allé regarder, c'est dans le cerveau de plusieurs types de personnes. Eh bien, c'est à vous. Beaucoup. Donc, merci beaucoup au professeur Friedman et à Muriel Trèves pour leur invitation. C'est toujours un plaisir de participer à leur congrès. Merci pour la présentation. Donc, effectivement, j'ai eu cette chance récemment de pouvoir essayer d'entrer dans le cerveau de personnes qui ont des façons particulières d'utiliser leur cerveau. Donc dans le cerveau d'un comédien, d'un parfumeur, d'un musicien, d'un astronaute, d'une cuisinière de talent qui vous parlera demain, Perla. Et puis je suis rentrée dans le cerveau d'un optimiste parce que ça m'intéressait beaucoup de comprendre ce qui peut se passer dans notre cerveau quand on est optimiste ou quand au contraire on est pessimiste. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Donc j'aime bien cette citation de Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Ça résume un petit peu ce que les neurosciences pensent, puisque depuis quelques années, les neurosciences s'intéressent non pas uniquement aux processus cognitifs classiques, l'attention, la mémoire, le langage, mais se penchent aussi sur des états mentaux, comme justement le fait d'être optimiste. Et lorsque les neurosciences se sont attaquées à la question de l'optimisme, finalement, l'idée qui est ressortie, c'est que être optimiste n'est rien d'autre qu'un biais cognitif. Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif ? En fait, c'est un moyen de penser les choses de manière assez rapide. C'est un moyen pour notre cerveau de prendre un point de vue, une perspective sur un sujet, sans pour autant, à chaque fois, analyser la totalité de la situation. Et donc, chez les optimistes, on aurait ce biais cognitif qui consisterait à penser que ce qui est à venir va être un chemin extrêmement facile à prendre, contrairement à ce que la réalité pourrait être, c'est-à-dire semée d'embûches. Et donc, finalement, ce biais cognitif consisterait à surestimer la possibilité de survenue d'événements positifs et à sous-estimer la possibilité d'événements négatifs. Et on serait donc biaisé d'un côté ou de l'autre. Et toute la question, c'est en fonction de quoi serait-on biaisé ? Alors la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que l'optimisme est un trait déterminé génétiquement ? Donc, vous savez que quand on se pose la question de la génétique, le meilleur moyen d'y répondre, c'est d'étudier des jumeaux monozygotes. Et donc, c'est ce qu'ont fait certains auteurs. Ils ont étudié 428 paires de jumeaux. Et ils ont recherché chez eux, ils ont essayé de mesurer l'estime de soi et le sentiment d'avoir une vie épanouie. Ils se sont demandé, est-ce que c'est génétique ? Et est-ce que ce sont les mêmes gènes qui codent pour ça ? Et donc, finalement, ils se sont rendus compte que l'optimisme n'est pas vraiment déterminé génétiquement et qu'il est plus dépendant des conditions environnementales, c'est-à-dire de ce qu'on vit, de nos expériences. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut s'entraîner à être optimiste quand on ne l'est pas, puisque c'est dépendant de nos expériences. Et là, pour moi, neuroscientifique, ça a été assez étonnant de découvrir qu'il y a des recherches très sérieuses qui ressembleraient, je dis bien ressemblerait, à du développement personnel, c'est-à-dire nous, chercheurs en neurosciences, quand on parle développement personnel, on est toujours un petit peu mitigé, mais là, pour le coup, ces chercheurs ont demandé à des sujets d'écrire 20 minutes par jour, 4 jours d'affilée, sur le pire, le meilleur, le pire et le meilleur de ce qu'ils pourraient vivre, ou un événement contrôle qui ne comportait pas de charge émotionnelle. Et ils ont mesuré l'humeur des participants avant et après ce mini-atelier d'écriture, et ils ont aussi collecté des données médicales. Et 3 semaines plus tard, ils ont fait des mesures sur le bien-être, et ils se sont rendus compte que le fait d'évoquer des souvenirs positifs
finalement étaient liées à la sensation subjective de bien-être, c'est-à-dire que les participants, plus ils évoquent des souvenirs positifs, plus effectivement, 3 semaines plus tard, ils se sentent véritablement mieux. Alors ça pourrait paraître anecdotique, mais à partir de là, il y a eu plein de recherches sur le rôle de l'évocation mentale. Et donc, qui dit évocation mentale dit à la fois imagerie mentale, mais à la fois mémoire. Et donc, les gens se sont demandé si finalement, la capacité à évoquer de manière riche des événements positifs n'était pas le secret de notre optimisme. Et je vous fais grâce de tout l'article, mais dans l'abstract, il souligne que plus les participants sont capables d'évoquer de manière riche, vive, animée, incarnée des souvenirs positifs, plus ils sont optimistes, plus ils ont la capacité finalement à avoir un sentiment de bien-être et de bonheur important. De la même manière, il y a eu d'autres recherches, donc vous voyez les années, donc ça c'est 2023, donc c'est des recherches vraiment de ces dernières années, qui ont montré que lorsque des sujets écrivent sur un futur idyllique, le fait est que leur futur va être plus positif que ceux qui n'écrivent pas sur un futur rose, idyllique. Et donc, non seulement les sujets rapportent plus d'événements heureux après avoir écrit sur un futur potentiellement positif, mais là où ça va plus loin, c'est qu'il y a des effets positifs même sur le plan physique, sur le plan de la santé physique. Et là, on pourrait se dire quand même, ça va un petit peu loin, on pourrait douter de ces résultats, mais figurez-vous que ces recherches, elles ont été aussi intégrées finalement sur le plan plus psychiatrique. Et il y a cet article récent qui laisse penser que l'optimisme est déterminé par l'épaisseur corticale du cortex orbitofrontal, donc à l'avant de notre cerveau, dans le cortex frontal. Et donc la densité, le volume de matière grise prédirait l'optimisme, qui lui-même serait un facteur protecteur de l'anxiété. Et donc finalement, vous voyez, on n'est plus vraiment dans le développement personnel, on est plus dans la psychiatrie, et finalement la protection contre l'anxiété, elle serait médiée par l'optimisme qui lui-même serait sous l'effet du volume de matière grise dans notre cortex frontal. Et donc ça nous amène à parler des bases cérébrales de l'optimisme. Et donc, il y a eu des recherches récentes qui ont été faites. Alors, je vous ai mis pour le coup cette fois-ci aussi le paradigme, parce que c'est un paradigme amusant. En fait, on demande à des supporters de foot de prédire les résultats de leur équipe versus une autre équipe. Et on mesure leur degré d'optimisme pour leur équipe versus pour l'autre équipe. Et on enregistre, on mesure en même temps leur morphologie cérébrale, et on s'est rendu compte que le degré d'optimisme personnel était lié à certaines régions, là encore, qui sont dans notre cortex frontal, enfin, tout près dans le cortex singulaire, tout près du cortex frontal, qui déterminerait le degré d'optimisme. Et là, chose intéressante, les structures qui déterminent le degré d'optimisme personnel sont différentes des structures qui déterminent l'optimisme pour autrui. Et ça, c'est intéressant, cette distinction, parce qu'effectivement, vous avez dû vous en rendre compte, les gens qui sont optimistes pour eux ne le sont pas forcément pour autrui, et vice-versa, vous pouvez être très optimiste pour autrui, mais pas pour vous-même. Et donc, il y a une signature cérébrale de ces deux phénomènes. Et donc, pour aller plus loin, donc il y a eu des auteurs qui ont continué à chercher ce qui pourrait bien déterminer et l'optimisme et la sensation de bonheur, d'être heureux. Et là, on a deux structures qui sont extrêmement importantes pour notre sentiment de bonheur, qui sont logées dans notre cerveau, bien à l'abri, protégées, qui sont le putamen, que vous voyez ici en rose, et un tout petit noyau qui est en dessous, qui s'appelle le noyau accumbens. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non. Attendez. Ça va être mieux avec le pointeur. Non, il ne pointe pas. C'est pas grave. Je pense que vous voyez ce petit noyau juste en dessous du putamen. Ce noyau accumbens, il est corrélé
au sentiment de bonheur. C'est là que ça se passe, c'est là que ça s'active quand vous vous sentez heureux. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, les chercheurs se sont intéressés sur différents réseaux qu'on a dans notre cerveau. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, certes, on raisonne encore en région cérébrale, mais on travaille beaucoup sur des réseaux. Les réseaux de l'attention, le circuit de la mémoire, le circuit de la récompense. Et on peut identifier comme ça 3 grands réseaux dans notre cerveau. Le réseau qu'on appelle de la pertinence, qui donne un sens à tout ce qu'on vit, qui analyse finement, c'est le réseau du jugement critique, etc. Le réseau du mode par défaut, je vais y revenir, qui est ce qui s'active dans votre cerveau quand vous ne lui demandez rien. C'est pour ça qu'il s'appelle par défaut. Donc quand vous laissez votre esprit vagabonder, quand vous ne faites rien, votre cerveau, lui, il travaille et il active un certain nombre de régions qu'on appelle le réseau par défaut. Et puis on a un autre réseau qui s'appelle le réseau exécutif, qui est celui qui va prendre des décisions. D'accord ? Et juste pour que vous compreniez bien, au départ, on pensait que ce réseau exécutif central, c'était vraiment le cœur de la machine, c'était la partie de notre cerveau qui raisonnait, qui prenait des décisions, que c'était là la part vraiment la plus active de notre cerveau. Et puis on s'est rendu compte que lorsqu'on ne fait rien, notre cerveau, lui, travaille beaucoup. C'est quand on ne fait rien qu'il résout des problèmes, qu'il trouve des solutions, qu'il est créatif, qu'il fait des projets, qu'il met en relation des événements passés, des événements présents, des événements futurs. Donc ce réseau par défaut, c'est le réseau qu'on appelle du vagabondage mental, mais finalement on ne devrait plus l'appeler par défaut parce que c'est un réseau extrêmement important qui pourrait même être la signature de notre cerveau. C'est-à-dire ce que fait notre cerveau quand nous ne lui demandons rien, quand nous le laissons vagabonder, quand on s'ennuie, c'est sans doute l'essence même de notre activité cérébrale. Et ce que vous voyez en bleu là-haut, c'est que ce réseau par défaut, il active quasiment autant d'air que le réseau exécutif et dans des régions qui sont très proches. Et donc finalement, il n'y a pas autant de différence entre la situation où on est en train de résoudre un problème volontairement et celle où on laisse notre esprit vagabonder. Et donc ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que chez les optimistes, il y a moins de connectivité donc, entre le réseau par défaut et le réseau exécutif. C'est-à-dire que ces 2 réseaux sont moins reliés, sont plus indépendants, comme s'il y avait cette idée que les sujets peuvent, finalement, quand ils laissent leur esprit vagabonder, ils ne le contraignent pas, ils le laissent vraiment libre, et c'est cette liberté qui va permettre non seulement la créativité, mais la projection dans l'avenir et peut-être même l'optimisme. Donc, pour conclure, il y a une signature cérébrale de l'optimisme. L'optimisme est sans doute lié à un équilibre entre ce réseau par défaut, qui est notre réseau finalement le plus libre, le plus créatif dans notre cerveau, et le réseau exécutif, qui est sans doute celui qui est le plus contraint. On peut être optimiste pour soi et on peut être optimiste pour les autres, mais il y a une dissociation entre ces 2 processus qui ne dépendent pas des mêmes régions dans le cerveau. Il y a des bénéfices à être optimiste. Donc non seulement il y a un bénéfice moral, mais vous l'avez vu, les recherches montrent qu'il y a un bénéfice même pour la santé physique et qu'on peut même finalement conditionner ce qui va nous arriver. Et c'est d'ailleurs ce que raconte François Saltiel, qui est le sujet optimiste que j'ai étudié pour mon livre. Il n'y a pas de déterminisme génétique unique. Par contre, il y a sans doute des phénomènes de plasticité cérébrale. Et donc, si vous vous entraînez, si vous êtes optimiste, si vous vous remémorez des événements optimistes, des événements positifs, vous entretenez votre optimisme et il y a sans doute moyen de doper dans votre cerveau ces régions-là. Je vous rappelle que là, vous avez une IRM de sujets adultes qui ont appris à jongler, qui n'avaient jamais jonglé. Et 3 mois après l'apprentissage, on voit des régions dans leur cerveau spécifiques à cet apprentissage qu'ils ont fait à l'âge adulte. Donc je vous rappelle que le cerveau est un organe extraordinairement plastique et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas apprendre à être optimiste. Et donc, si jamais ça vous a intéressé, effectivement, dans le cerveau de 3 petits points, je suis rentrée dans le cerveau d'un optimiste et dans le cerveau de plein d'autres personnes fascinantes. Merci beaucoup.
beaucoup Sylvie Chocron. On va chérir le souvenir de cette présentation optimiste et le garder. On va continuer notre vagabondage. Et j'invite Pauline Chaste, professeure des universités, chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker et une pédopsychiatre extrêmement engagée autour notamment de l'accueil en urgence des enfants et des adolescents au SAU de Necker. Merci. Merci Isabelle. Et merci aux organisateurs de ce congrès de m'avoir conviée. Ça a été vraiment extrêmement précieux pour moi de prendre le temps de prendre un petit peu de recul au sujet justement des adolescents et des situations d'urgence qu'on rencontre actuellement. Et donc, en réfléchissant avec Muriel, c'est vrai que la question des adolescents est venue assez rapidement au sujet de y a-t-il des raisons d'espérer ? Et finalement, j'étais un petit peu impressionnée par le sujet parce que, à premier abord, on se dit qu'on pourrait avoir beaucoup de raisons de désespérer. Et d'une part, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout désespéré. Et en y réfléchissant un peu, je pense qu'on a des pistes aussi pour comprendre pourquoi. Et donc, ce qui me semblait important de relever, c'est que d'abord, l'adolescence incarne l'ambivalence de l'espoir, ambivalence qui est déjà présente dans le mythe de Pandore, dans sa capacité à être une période d'élan et de création, et tout autant un moment d'incertitude et de fragilité. Ce mouvement constant de réorganisation psychique qu'on observe à l'adolescence crée des opportunités de réinvention pour les adolescents, bien sûr, mais aussi pour les soignants que nous sommes. L'identification aux adolescents que nous accompagnons joue un rôle important dans notre élan à repenser le système de soins. Peut-être si on a un cerveau optimiste. Une identification à leur rébellion, leur refus de se conformer à des cadres rigides, mais aussi le travail de séparation-individuation qui est décrit chez les adolescents et qui peut s'appliquer aux soignants qui doivent souvent se détacher des modèles traditionnels pour inventer de nouvelles approches. La créativité des soignants se manifeste dans leur capacité à remettre en cause des routines thérapeutiques parfois dépassées pour adopter des approches plus centrées sur le patient. On s'identifie aussi à leur énergie, leur vitalité. Nous sommes comme portés par l'espoir adolescent. L'espoir qui n'est jamais une simple rêverie, mais le désir de l'incertain, un moteur qui pousse à transformer le présent pour accéder à des possibles encore inexplorés. Cette identification aux adolescents joue probablement un rôle essentiel pour nous, car nous pouvons remarquer que les soins proposés aux enfants ont beaucoup moins vite évolué ces dernières années que ceux proposés aux adolescents, en réponse à la crise, en particulier après la pandémie de Covid. La sublimation est également centrale pour comprendre la créativité des soignants. Travailler avec des adolescents en détresse implique de rencontrer des affects puissants, désespoir, colère, impuissance. Les soignants, à travers la sublimation, transforment ces affects en énergie pour créer de nouvelles pratiques. Mais il ne faut pas que nous oublions notre place d'adulte pour répondre aux crises et prendre en compte les exigences du principe de réalité. La multiplication des passages à l'acte des adolescents depuis l'épidémie du Covid nous a mis à mal. L'augmentation majeure des urgences psychiatriques, largement documentée, n'a pu être absorbée par les systèmes de soins déjà saturés. En particulier, les hospitalisations sont devenues de plus en plus difficiles à assurer, proposer. Et c'est vrai que c'était plutôt le modèle avec lequel on avait grandi. Déjà sidérés par la pandémie elle-même, nous aurions pu désespérer ou au contraire attendre passivement que la situation s'améliore, espérer un miracle comme des moyens, des recrutements, un apaisement de la crise. C'est au contraire en consentant à la réalité, véritable moteur de l'action selon Camus, que des pédopsychiatres comme le docteur Sabat ont fait émerger les nouvelles propositions de soins. Et je dois ajouter qu'Isabelle Sabat, ici présente, a beaucoup participé, pour moi, à cet optimisme. C'est au contraire en consentant à la réalité, véritable moteur... Pardon, ça j'ai déjà dit. Je suis émue de parler, Isabelle. Comme le docteur Sabat, on fait émerger les nouvelles propositions de soins. En effet, l'abandon d'une illusion d'un retour à une situation passée a favorisé une action résolue où chaque acteur devient responsable de la transformation. Renoncer à espérer des moyens idéaux pousse à innover avec les ressources disponibles, stimulant la créativité dans l'organisation des soins. Pour pouvoir consentir à la réalité sans céder au désespoir,
nous avons besoin d'une lueur dans l'obscurité. Cette lueur est pour moi d'abord la capacité des adolescents eux-mêmes à s'adapter. Malgré les crises qui marquent notre époque, pandémie, troubles sociaux, désertification médicale, les adolescents démontrent une capacité étonnante à rebondir et à créer des espaces de changement. Ils s'adaptent aux nouvelles réalités, apprenant à tirer parti des outils numériques et à naviguer dans des environnements instables. Les adolescents sont aussi à l'avant-garde de la déstigmatisation de la souffrance psychique, osant parler ouvertement de leur souffrance et demandant un soutien adapté. En s'opposant aux rigidités institutionnelles, ils deviennent des acteurs du changement. C'est aussi l'engagement des jeunes soignants, leur capacité à critiquer de manière constructive les organisations et à prendre des initiatives, même dans des contextes institutionnels parfois rigides. Les internes et jeunes pédopsychiatres, notamment, ne se laissent pas impressionner par les hiérarchies figées. Ils veulent comprendre le sens de leur travail et s'y investir pleinement. Cela se manifeste par leur refus de se conformer à des normes qui ne leur semblent pas justifiées, ainsi que par leur capacité à dénoncer les dérives que l'on observe parfois dans le milieu hospitalier. Ils encouragent ainsi les institutions à évoluer et à créer des environnements de travail plus respectueux et éthiques. Dans une période où tout s'accélère avec l'apparition de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, ils nous aident à nous adapter, pour peu qu'on veuille bien les écouter. Cette attitude proactive pousse l'ensemble des professionnels de santé à se réinventer. Il est donc essentiel pour nous, praticiens plus confirmés, de prendre le temps de les rencontrer, d'échanger. C'est un véritable remède au désespoir. C'est enfin la solidarité entre les services. Quand j'ai commencé à exercer en pédopsychiatrie, tout le monde se repassait la patate chaude. Ce qui souligne d'ailleurs que la pédopsychiatrie souffre beaucoup de l'absence de sectorisation pour les hospitalisations. Aujourd'hui, des parcours de soins se dessinent, des collaborations se multiplient. Les secteurs les plus en crise, quand les soignants ne cèdent pas au désespoir, trouvent l'énergie de se renouveler dans une collaboration étroite avec des services moins en souffrance. Et Sylvie, je pense que j'ai quelques collègues à te proposer pour passer dans l'IRM. Enfin, je terminerai en disant que nos objectifs doivent rester raisonnables. D'une part, car il est plus facile de consentir à la réalité que nous rencontrons quotidiennement et sur laquelle nous pouvons agir, que de consentir à la réalité sur laquelle nous n'avons pas de contrôle. Nous pouvons agir à l'échelle d'un territoire, d'un réseau, d'une catégorie de patients. Des ambitions démesurées nous feraient prendre le risque de céder à un idéal tyrannique, un idéal aux exigences impossibles à satisfaire qui nous vouerait à l'autodestruction. D'autre part, car ces transformations sont coûteuses pour les soignants. Les soignants doivent continuellement inventer des environnements sécurisants pour les jeunes patients, même dans des contextes institutionnels précaires ou face à des situations de crise. Tout comme les adolescents utilisent des objets transitionnels, les soignants mobilisent des ressources culturelles, personnelles et institutionnelles pour maintenir leur engagement et leur créativité. La résilience des soignants se traduit par leur capacité à trouver des solutions inédites, même dans des conditions adverses. Mais cette alliance des contraires, entre maintien du cadre et changement constant des pratiques, exige beaucoup de sécurité interne des professionnels. Sécurité interne qui avait été très ébranlée par le vacillement des institutions au moment du confinement. Heureusement, la mise en évidence de l'efficacité des soins ambulatoires, en suicidologie notamment, et l'organisation d'un parcours de soins cohérent permettent de donner du sens aux transformations et instaurent une confiance collective dans la capacité à relever les défis. Et j'y vois un certain cercle vertueux, car comme un muscle qu'on entraîne, le développement de cette sécurité interne a un impact direct sur la prise en charge des adolescents qui viennent questionner le plus souvent la relation avec beaucoup d'ambivalence. Pour conclure, les adolescents, par leur résilience, leur créativité et leur quête de sens, forcent les soignants à innover et à transformer les crises en opportunités. En les écoutant et en apprenant d'eux, nous trouvons non seulement des solutions pour aujourd'hui, mais aussi une inspiration pour bâtir des systèmes de soins plus humains et adaptés. L'avenir de la pédopsychiatrie se dessine dans cet espoir partagé, mais aussi dans notre capacité à renoncer à l'espoir, comme un mouvement de balancier qui conduit à agir et qui invite chacun d'entre nous à prendre part activement à la transformation de la discipline. Merci de votre attention. Alors, on va enchaîner avec Madame Marie-France Irigoyen, qui, elle, est psychiatre, psychanalyste, thérapeute familiale
et qui est très connu pour avoir énormément travaillé sur le harcèlement moral. Son dernier livre s'appelle « Séparation avec enfants », je crois. Eh bien, je vous laisse. Bonjour à tous. Ceux qui ont regardé le programme, vous avez vu que sur le titre « Changer les hommes », j'avais mis un point d'interrogation à la fin. Et étant réellement optimiste, j'ai retiré le point d'interrogation. Alors, effectivement, ceux qui me connaissent savent que je travaille depuis très longtemps sur des sujets sur toutes les problématiques de violence, violence psychologique, harcèlement moral, harcèlement au travail, dans le couple, à l'école, et je travaille plus particulièrement sur les violences faites aux femmes. Alors, vous allez me dire, dans ce contexte, que peut-on espérer ? Nous sommes actuellement dans une société de transition. Les femmes ont changé, elles travaillent, s'affirment plus, et depuis MeToo, elles osent dénoncer un peu plus les violences qu'elles subissent. Les hommes ont peu bougé, même si les transformations de la société ont bousculé ce qu'ils croyaient être l'identité masculine. Jusqu'aux années 1960, les femmes dépendaient des hommes, elles devaient obéissance à leur père, puis à leur mari, et il a fallu attendre 1965 pour qu'elles puissent exercer une profession et ouvrir seules un compte en banque. Leur vie sexuelle était axée essentiellement sur la reproduction. La petite enfance a longtemps été un univers presque exclusivement maternel. Dans le système ancien, le père travaillait à l'extérieur pour subvenir aux besoins du foyer et était, en tant que pater familias, dépositaire de l'autorité. Des générations d'hommes et de femmes ont entendu leur mère leur dire « Attends un peu que ton père rentre, c'est lui qui va te punir ». Quand leurs fils grandissaient, certains pères se chargeaient de les éduquer à être un homme, en les emmenant à la chasse, à des matchs de foot ou des activités sportives. C'est pas si loin, vous savez. L'éducation qu'ils ont reçue en tant que garçons devait les préparer à occuper une position de pouvoir. Il leur fallait prouver leur virilité à travers leur force physique et leur agressivité, et laisser de côté toute vulnérabilité émotionnelle. Beaucoup d'hommes ont ainsi souffert d'avoir grandi avec des pères absents, des pères tyranniques, voire des pères abusifs ou même des pères violents. Et une véritable culture de la violence et des inégalités a pu se transmettre ainsi de génération en génération. Grâce à la légalisation de la contraception en 1967, puis à celle de l'IVG en 1975, la fécondité a pu être dissociée de la sexualité, ce qui a doté les femmes d'un pouvoir incontestable. Les hommes ont ensuite perdu leurs prérogatives de chef de famille. Depuis 1987, avec l'autorité parentale conjointe, les deux parents ont désormais des droits strictement égaux. La désacralisation du pouvoir paternel a été renforcée par la loi de 2005 qui a remplacé le patronyme par le nom de famille. Toutes ces avancées vers plus d'égalité sont venues remettre en question la position dominante dans laquelle les hommes avaient été placés. Malheureusement, si l'égalité progresse, certes trop lentement, il est difficile d'effacer des siècles de domination et les mentalités n'ont pas évolué au même rythme que les lois. Il faut des années pour se déconditionner des stéréotypes. Éduqués à être dominants, certains hommes en sont venus à considérer la violence, même si elle est subtile, comme dans le harcèlement moral, comme un moyen normal de maintenir leur pouvoir. De leur côté, conditionnés depuis de nombreuses générations à gérer l'espace de la famille, les femmes ont acquis naturellement une efficacité qui les amène à continuer à prendre en charge l'essentiel du travail domestique. Face à un conjoint renâclant devant une corvée,
Très souvent, on entend les femmes dire « Laisse tomber, je vais le faire, ça ira 2 fois plus vite ». Tout aussi naturellement, on trouve beaucoup plus de femmes dans les métiers du care, médecins, infirmières, enseignantes, magistrates, où l'on doit se dévouer pour s'occuper des autres, même si ces métiers sont souvent mal rémunérés. Alors, mes raisons d'espérer proviennent d'un changement qui se dessine chez certains hommes. Pour le moment, essentiellement les plus jeunes et les plus éduqués. Ils se montrent plus ouverts à des relations un peu plus égalitaires. Ces derniers temps, j'ai vu arriver dans mon cabinet de psychiatre et psychothérapeute de plus en plus d'hommes qui osent exprimer des qualités dites féminines, qui étaient chez eux jusque-là sous-jacentes, comme le dialogue, l'écoute, l'intuition, la sensibilité. Sur le plan personnel, ils acceptent mieux leur vulnérabilité dont ils viennent nous parler en psychothérapie. Certes, la vulnérabilité des hommes n'est pas nouvelle, mais elle était masquée par la structuration ancienne de la famille. Mon espoir concernant la volonté de changer des hommes a été conforté par une tribune publiée dans Libération le 21 septembre 2024, en réaction au procès des viols de Mazan. Pour mémoire, une femme, Gisèle Pellicot, avait été offerte sous soumission chimique par son ex-mari à une 50aine d'hommes pour qu'ils la violent. Ces hommes de tous âges et de tous milieux sociaux, excités par l'imaginaire du viol, avaient trouvé normal de pouvoir abuser d'une femme inconsciente, puisque son mari était d'accord. Cette tribune de Libération, signée par plus de 200 hommes, proposait une feuille de route pour lutter contre la domination masculine. Ces hommes disaient « Puisque nous sommes tous le problème, nous pouvons tous faire partie de la solution. » Que des violences sexistes et sexuelles soient liées à l'inégalité structurelle des rapports de pouvoir, des féministes le disaient depuis très longtemps, mais le soutien, ne serait-ce que de quelques hommes, est important, car sans les hommes, l'égalité homme-femme ne progressera pas. Mais je veux aller beaucoup plus loin. C'est par le biais de la paternité qu'un changement peut venir modifier le rapport de domination des hommes sur les femmes. Les recherches sur l'attachement ont montré les effets bénéfiques des pères sur la maturation neurobiologique de leurs enfants et sur le développement de leurs compétences sociales, en particulier sur leur capacité à gérer leur agressivité. Mais les enfants exercent également une influence bénéfique sur leurs pères. C'est avec eux que les hommes apprennent à se montrer plus tendres. Le lien aux enfants se forme dès les premiers instants à la maternité, où désormais les pères sont accueillis pour pratiquer du pot à pot avec le nouveau-né. Tenir dans ses bras un nouveau-né déclenche, que l'on soit homme ou femme, une sécrétion d'ocytocine qui est l'hormone du lien. Donner un biberon, changer des couches, s'afficher fièrement en public avec un porte-bébé impacte durablement le fonctionnement cérébral des pères. La relation intime construite avec l'enfant ouvre chez eux des vannes de douceur et de tendresse, et cela leur fait du bien. Et comme ça a été dit tout à l'heure, ça change leur cerveau. Si les pères sont de plus en plus nombreux à demander un congé de paternité, rares sont encore ceux qui demandent un congé parental, et c'est bien dommage, mais c'est parce qu'il est peu attractif pour les hommes qui, il faut le dire, gagnent toujours encore beaucoup plus d'argent que leurs femmes. Néanmoins, qu'ils soient en couple ou séparés, beaucoup de pères font en sorte de passer toujours plus de temps avec leurs enfants.
Ils sont désormais nombreux à chercher à équilibrer leur vie professionnelle et leur vie familiale, ce qui indirectement les amène aussi à partager un peu plus les tâches domestiques et éducatives. Les hommes n'ont commencé à s'impliquer réellement dans la vie quotidienne des très jeunes enfants qu'à partir du moment où ils ont craint de les perdre. C'est-à-dire quand, grâce aux avancées législatives dont je viens de vous parler, leurs femmes ont été suffisamment libres et autonomes pour avoir la possibilité de les quitter et de partir avec les enfants. L'implication précoce des pères dans les soins aux enfants est bénéfique pour tous. Pour l'enfant, bien sûr, qui peut s'approprier une image d'un père plus attentif et plus sensible. Pour les pères, car le temps passé avec leurs enfants, je l'ai dit, ça vient les adoucir. Pour les mères, par une meilleure répartition des tâches éducatives et ménagères. Et enfin, pour une société plus égalitaire et moins violente. Si nous ne voulons pas que s'installent des comportements violents dans les nouvelles générations, c'est à un stade précoce impliquant les deux parents, mais surtout et en particulier les pères, qu'il faut intervenir pour changer les mentalités. Je vous remercie. Bien, nous allons donc passer... On va changer un peu de sujet quand même. Nous allons passer, excusez-moi, à Sophie Gaudu. Non. Si, tout à fait, qui arrive et qui est donc gynéco-obstétricienne, qui est spécialiste en orthogénie et qui a été responsable de l'unité fonctionnelle d'orthogénie de Crémin-Bicêtre, qui a été présidente du REVO, qui est le réseau pour les professionnels de santé sur l'IVG en Île-de-France. Je veux bien ma présentation. Ouais. Il est ouvert déjà. Bonjour, merci de m'avoir invité à venir parler d'IVG. Je voudrais d'abord m'excuser de quelque chose. Vous ne trouverez pas ma communication dans les minutes du congrès, car je suis quelqu'un qui n'écrit jamais rien. Voilà. Donc je vous prie de m'en excuser. Je ne vais pas vous parler de médecine, je ne vais encore moins vous parler de psy. Je vais partager avec vous des réflexions politiques autour de ce soin qui permet aux femmes de choisir leur avenir, qui est l'IVG. Bon, alors, je vais essayer de faire sans mon diaporama. En mars 2024, c'est là. Moi non plus, c'est pour ça en fait. Ah voilà, elle a enlevé. Ouais, désolée. non. On va l'afficher là-haut. Voilà. Je suis désolée. Donc, en mars 2024, nous avons, les Français, voté en congrès, enfin, le congrès, Assemblée nationale et Sénat, ont voté la constitutionnalisation de l'IVG. Et cette loi constitutionnelle est venue d'un projet de loi du gouvernement, et la rédaction de cet article est un compromis entre ce qui était souhaité par le Sénat et ce qui avait été voté par l'Assemblée. Alors, ça fait des décennies que les associations féministes, les associations en faveur du choix et des élus de gauche proposaient que l'IVG soit constitutionnalisée. Mais très clairement, c'est l'arrêt Dobbs aux États-Unis qui a lancé le mouvement, et Madame la Première ministre, Madame Borne, s'est emparée
de la chose. Et là, le texte de l'article, c'est « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Et cet article se situe, c'est un alinéa de l'article 34 de la Constitution, qui est l'article de la Constitution qui dit « Il y a des lois pour régir nos actes ». C'était pas du tout comme ça que ça a été voté et proposé par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale avait proposé le texte suivant. La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. L'interruption volontaire de grossesse est alors un droit et rédigé ainsi, il y a des obligations pour que chacune puisse en bénéficier. La version choisie par le gouvernement et votée par le Congrès dit simplement « il y a des lois ». Effectivement, les Françaises peuvent choisir d'interrompre une grossesse et c'est marqué dans la Constitution et c'est vraiment extrêmement fort. On a été le premier pays, ça a soulevé un grand mouvement d'enthousiasme, mais au fond, ça ne dit qu'une chose, ça dit « il y a des lois ». Alors la France se distingue par le fait que depuis 1975, l'ensemble des lois qui ont été votées sur la question de l'avortement ont toujours été plus positives en faveur de simplifier l'accès aux soins. Extension progressive des délais, amélioration de la prise en charge pour aller jusqu'à maintenant une prise en charge totale de l'IVG et des frais de l'ensemble des consultations et des actes qui sont afférents, la suppression progressive des conditions, plus d'obligation de résidence, plus d'obligation de délai de réflexion, la femme choisit elle-même le délai dont elle a besoin, plus d'obligation d'autorisation parentale pour les mineurs, et la condition de détresse est aussi disparue du Code de la santé publique en 2014 pour demander une IVG. Donc vraiment, simplification du chemin, diversification des lois, des lieux et des professionnels qui peuvent prendre en charge l'IVG, puisque maintenant c'est à l'hôpital et en dehors de l'hôpital pour les IVG médicamenteuses, mais aussi pour les IVG instrumentales en centre de santé, et puis médecins, sages-femmes. Et enfin, création des délits d'entrave. On n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un ou soit de faire pour soi-même, soit de pratiquer pour autrui à sa demande une interruption volontaire de grossesse. Donc vraiment un mouvement continu en faveur de simplifier et de permettre l'accès. Et puis on est en Europe, et en Europe, il y a aussi globalement une situation relativement favorable. Il n'y a que la Pologne et Malte qui ont des lois extrêmement restrictives. Alors, les couleurs, le vert, c'est simple, remboursé, facile d'accès. Le jaune, c'est entre les deux, et plus on se rapproche du rouge, c'est autorisé, mais de moins en moins facile d'accès. Mais les lois peuvent changer. Alors, je vais aller très très vite sur ça. Vous le savez que depuis l'arrêt Dobbs, un certain nombre d'États aux États-Unis ont totalement interdit ou quasiment totalement interdit l'interruption volontaire de grossesse. C'est ceux en rouge foncé. En rouge clair, c'est ceux où ça va devenir complètement interdit. Et en Europe aussi, sur la dernière décennie, il y a eu plusieurs changements de loi sur la question de l'interruption volontaire de grossesse. Et je vais vous donner quelques exemples. En Espagne, en 2013, quand la droite conservatrice est venue au pouvoir, tout de suite, dès sa prise de pouvoir, proposition de loi pour réduire le droit à l'IVG. Au Portugal, en 2015, une coalition centre-droit, de même, vient au pouvoir aussi sec des lois pour réduire l'accès à l'IVG. La Pologne, c'est depuis 1993, à l'arrivée, la chute du communisme et puis l'arrivée de Lech Walesa. La Pologne a actuellement une loi sur l'IVG plus restrictive que celle qu'elle avait avant 1956. Il est quasiment impossible actuellement d'avoir une interruption volontaire de grossesse en Pologne, même si la vie du fœtus n'est pas viable. Mais on peut peut-être espérer, puisqu'il y a eu un changement au Parlement polonais en 2023, qui essaye de revenir vers une loi moins restrictive, ce qui a quand même été retoqué. Alors la Hongrie, c'est Orban depuis le 2010. La Hongrie a des lois favorables, mais depuis 2010, il y a des mesures qui entravent de plus en plus l'accès à l'IVG.
avec cet aboutissement en 2022, les femmes doivent voir l'écho ou écouter le cœur. Et puis ça continue, parce que, comment dirais-je, ma foi, il y a des guerres. S'il y a des guerres, il y a besoin de soldats. Donc la Russie envisage de restreindre l'accès à l'IVG, de restreindre les délais, de demander l'autorisation du mari. Et puis, par exemple, un autre exemple, l'Italie. Mais l'Italie, il n'y a même pas besoin de changer la loi. L'Italie a une loi qui, normalement, devrait permettre d'avoir un accès facile à l'IVG. Mais de facto, 70% des médecins pratiquent la clause de conscience et il est parfois extrêmement difficile d'avoir accès sur certains territoires. C'est les territoires foncés sur la petite carte, d'une part. Et là, récemment, le gouvernement Meloni vient tout simplement d'autoriser les anti-avortements, les anti-choix, à avoir des permanences dans les centres d'IVG. Pas besoin de toucher à la loi Princeps. Et alors là, c'est quelque chose qui porte à l'espérance. Moi, je ne sais pas si vous allez voir. En Allemagne, l'IVG est interdite. C'est une loi de 1871, mais elle est possible. De facto, elle est possible dans certaines conditions et jusqu'à 12 semaines. Là, portée par les sociodémocrates et les Verts, une proposition de loi pour légaliser l'avortement. Cependant, l'AfD, les mouvements d'extrême droite qui ont le vent en poupe en Allemagne et qui sont en train de devenir de plus en plus représentés au Bundestag, sont opposés complètement à cette loi et voudraient au contraire une loi extrêmement restrictive. C'est-à-dire qu'en Europe, bien que globalement on soit sur un continent où l'accès à l'IVG devrait être plus facile, ma foi, c'est quand même pas si simple, pas besoin de traverser la Manche. Et pour conclure, avec cette écriture de la loi constitutionnelle, alors bien sûr, ça a changé quelque chose. Cette écriture de la loi constitutionnelle est vraiment porteuse, comment dirais-je, oui, d'espoir, si nous ne changeons pas notre représentation nationale. C'est-à-dire que si la France ne rejoint pas la martingale Orban, Meloni, Trump et Javier Milei en Argentine, alors ça a un impact réel sur l'accès aux soins parce que ça fait changer de paradigme. À partir du moment où l'IVG est dans la Constitution, ce n'est plus... on sort de l'impensé social de ce soin, impensé social et médical, on sort de prévenir l'IVG pour simplement la mettre en œuvre et peut-être se donner les moyens d'un accès aux soins et d'un parcours de soins structuré et facile. Mais on est à la merci d'un changement de politique si la droite très conservatrice ou l'extrême droite, comme dans d'autres pays d'Europe, venait au pouvoir, cette formulation de la loi constitutionnelle n'empêchera pas une loi très restrictive d'être votée sans être anticonstitutionnelle. On peut réduire les délais, on peut enlever le remboursement, on peut réintroduire l'autorisation parentale, on peut même tout simplement couper les budgets des centres de santé sexuelle, comme c'est ce que propose le Conseil régional de Loire-Atlantique. Et on est toujours constitutionnel. Donc, dans notre situation politique actuelle, vraiment cette loi, elle a apporté beaucoup d'espoir, mais au fond, elle n'est pas, pour répondre à la question qui m'a été posée, non, ce n'est pas une protection absolue. Je vous remercie. Eh bien, on va passer au dernier topo. Et comme lors de la première session, après avoir eu des scientifiques et des médecins, on finit par d'autres personnes. Et donc, c'est Marie Degan, qui est maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université Bordeaux III, et qui est essayiste et qui est autrice du livre « L'autre temps des femmes », qui va nous parler de l'attente et l'espérance, les raisons d'un temps féministe. Et donc, on va rester dans les temps et il y aura une session de discussion avec la salle à l'issue de cette présentation. Merci. Alors avec son titre, notre colloque fait un double pas de côté par rapport à l'époque, ou plutôt un pas de chaque côté,
Alors le deuxième, je ne le dirai qu'à la fin de ma présentation, sinon vous allez tenir le grand écart pendant 15 minutes, ça risque d'être assez inconfortable. Le premier pas consiste à proposer une autre attitude que celle qui nous est familière ces temps-ci. Espérer, au lieu de se lamenter en gémissant que vraiment là cette fois-ci c'est vrai, tout fiche le camp, espérer c'est adopter une attitude positive. Mais cet élan s'accompagne d'une stase. Espérer ce n'est pas agir. Je ne sais pas si la jeune femme qui s'est déshabillée en plein Téhéran le mois dernier pour répondre au mollah qui lui intimait de se couvrir la tête avait des raisons d'espérer. Mais ça ne l'a pas empêché d'agir. Son geste héroïque symbolise la résistance des femmes iraniennes à l'oppression. Alors évidemment, à côté d'un tel acte, pour une féministe, se contenter d'espérer, c'est moins glorieux. C'est attendre un changement qui viendrait d'ailleurs, fait par d'autres. Quelle dimension féministe pourrait-il y avoir dans une attitude qui conforte le cliché misogyne, attribuant aux femmes la passivité et l'hétéronomie? Pour le savoir, sans doute faut-il distinguer espoir et attente. Alors, commençons par une petite histoire, puisqu'effectivement, moi je suis littéraire, je travaille sur les histoires et sur les textes, pas sur les souris. Bon. Et, alors, on va partir des premiers textes européens qu'on a pu retrouver, les textes d'Hésiode, un poète du 8e siècle avant notre ère, dans lesquels l'espoir est masculin et l'attente féminine. Dans les Travaux et les Jours, Hésiode raconte la création de la première femme. Donc Zeus fabrique Pandora, vous connaissez tous et toutes cette histoire, et Pandora sert de piège pour emprisonner le désir des hommes et épuiser leurs forces. Et Pandora apporte avec elle non pas une boîte, comme le veut la légende moderne, mais une jarre, représentée ici. Vous voyez que c'est aussi une métonymie de son corps. Et voilà qu'elle ouvre le couvercle de cette jarre en faisant s'envoler tous les maux qui étaient contenus. Donc la mort, les maladies, la fatigue vont désormais parcourir la terre pour frapper les hommes au hasard et de leur propre mouvement, automatoi, comme des automates, nous dit Hésiode. Et seul l'espoir, elpis en grec, reste dans la jarre, nous dit Hésiode. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Tout à l'heure, Pauline Chaste évoquait l'ambivalence du terme d'espoir, effectivement, dans le mythe de Pandore. Effectivement, est-ce que ça signifie que les hommes, frappés de malheur à cause des femmes, n'ont plus que l'espoir que ça aille mieux pour se consoler ? On peut lire autrement le passage, si on considère que les maladies qui affligent les hommes sont sorties, tandis que l'espoir reste enfermé, donc interdit d'accès. Alors non seulement les hommes souffriraient à cause des femmes, mais ils n'auraient même pas la consolation d'espérer en l'avenir. À moins qu'une troisième lecture ne soit possible, celle que propose notamment Jean-Pierre Vernant, qui rappelle que le terme elpis, en grec, peut signifier, certes, espoir, mais aussi attente. Dans cette perspective, les hommes auraient au dehors les maladies qui les guettent, et en eux, l'attente angoissée des malheurs intempestifs. À moins, encore une fois, que l'impossibilité de prévoir le malheur ne soit justement une libération. Donc on le voit dans le texte, le sens de la notion d'espoir ou d'attente reste très indécis. Mais le propos de l'histoire est clair. La création des femmes inaugure pour les hommes l'entrée dans le temps, une sortie de l'âge d'or dans lequel ils vivaient. Cette entrée dans le temps est détaillée dans un autre poème d'Hésiode, la Théogonie. Bon, je ne vous lis pas voilà, vous pouvez vous divertir de mon propos en lisant vous-même les citations. Hésiode nous raconte qu'un homme a besoin d'une épouse pour qu'après sa mort, son bien ne soit pas partagé entre ses collatéraux. Donc les hommes ont besoin des femmes pour se survivre par un lignage. Ainsi, l'espoir d'une descendance est masculin. Hésiode ne décrit d'ailleurs jamais le corps féminin qui attend l'enfant, pas plus qu'il ne dit que c'est de ce corps que les enfants viennent au monde. La femme est comme une jarre, un simple réceptacle, je le cite, engrangeant dans son ventre la peine d'autrui. Tel est le modèle qui va imprégner les traités médicaux des siècles suivants. Ils présentent tous le corps des femmes comme un champ, un terreau, qui attend passivement d'être ensemencé par les graines masculines, le sperma, qui veut dire graine en grec. Dans les théories de la reproduction, ce modèle d'un corps féminin en attente du germe de vie masculin a prévalu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. La capacité des femmes à apporter elle aussi un germe vital n'a été reconnue qu'au tournant du XIXe avec la découverte de l'ovulation, comme l'a montré l'historien Thomas Lacker dans La fabrique du sexe. Le modèle de la reproduction XIXiémiste reconnaît enfin aux femmes ce que la poésie ironique d'Hésiode tenait au loin,
l'idée qu'elle serait, comme Zeus, capable de créer un être humain. Il semble que la négation du temps corporel des femmes provienne de la haine ancestrale de leur puissance créatrice, de leur capacité à attendre activement un enfant. Cela se révèle chez Hésiode dans l'attribution aux seuls hommes d'une condition temporelle, alors qu'il est manifeste qu'une femme qui attend un enfant s'inscrit particulièrement dans le temps. Cette attente active, propre au corps féminin, a été la source de différentes revendications féministes au XXe siècle. Pour certaines, comme Antoinette Fouque, la capacité gestationnelle était un génie des femmes à mettre en valeur. Pour d'autres, l'espoir était que les femmes disposent enfin librement de leur corps, notamment par l'IVG et par la pilule, par exemple. Mais ces mobilisations autour de l'attente gestationnelle ont occulté une autre forme d'attente qui marque le corps de la majorité des femmes et qui est moins souvent un objet pour l'émancipation féministe, l'attente menstruelle. C'est une attente inverse de celle de la grossesse, puisqu'on attend le signe de la non-venue d'un enfant. Et c'est une attente qui est beaucoup plus présente dans la vie des femmes. C'est donc l'attente principale. Pourtant, cette forme du temps féminin a peu intéressé jusqu'à ces dernières années. D'abord parce que les règles ont été considérées comme le signe de l'anomalie du corps féminin en deux sens. C'est d'un côté un corps pathologique. Dans Le deuxième sexe, en 1949, Simone de Beauvoir décrivait les règles selon la même rhétorique 19e qu'on trouvait chez Michelet quand il parlait de la crise menstruelle d'une animale blessée chaque mois. Et c'est bien aujourd'hui toute l'ambiguïté des lois sur le congé menstruel votées récemment dans différents pays d'Europe. Elles visibilisent et naturalisent la menstruation, mais au risque de repathologiser le corps des femmes. Selon l'autre perspective, le corps menstruel est un corps cosmique. Quelques rares féministes ont ainsi envisagé la menstruation comme un pouvoir que les femmes devraient revendiquer. Alors la première, il me semble, c'est à la fin du XIXe siècle, Lou Andréas Salomé, qui en 1886, dans Eros, 99, explique que le cycle menstruel mime le cycle lunaire et que ça rappelle aux femmes qu'elles sont proches de l'originaire, qu'elles ne se sont pas perdues dans la dégénérescence de la civilisation. Donc cette espèce de fantasme cosmique, il va parcourir quelques courants féministes jusque récemment, en 2021, dans l'ouvrage de Rose Deer, The Menstrual Imaginary, où elle propose de relire les textes des féministes des années 70, ceux d'Hélène Cixous, ceux de Lucie Rigaray, pour montrer que la puissance d'indéfinition des femmes que ces autrices entendaient présenter est en fait la puissance menstruelle qu'elles n'ont jamais nommée. Donc une sorte de relecture de l'héritage féministe par ce motif menstruel. Enfin, en ce début de XXIe siècle, nombreux sont les groupes de jeunes féministes qui appellent à une fierté menstruelle pour rompre avec le tabou. Vous avez peut-être vu notamment des manifestations de ce qu'on appelle l'activisme menstruel, notamment dans certains campus universitaires. Avec ces deux tendances, le corps pathologique ou le corps cosmique, on semble n'avoir le choix qu'entre victimisation et mystique. Ainsi, il me semble qu'il reste encore à espérer une libération pour la corporéité féminine qui lui permettrait de sortir de l'imaginaire. C'est bien une science, un savoir féministe qui est source de raison d'espérer, particulièrement dans le domaine menstruel. Les règles sont encore très mal connues sur le plan scientifique. Alors, il y a beaucoup de scientifiques dans la salle, donc vous allez sûrement me détromper, mais pour l'instant, j'ai lu beaucoup d'études qui sont toutes, qui vont dans des directions très différentes, et la science est encore assez peu stabilisée sur le sujet. On ne comprend pas l'utilité des règles pour le fonctionnement du corps. Même s'il y a eu des avancées, par exemple la reconnaissance de l'existence de la maladie de l'endométriose, par exemple, ce genre de choses. Bon. Mais attendre que la science menstruelle progresse, c'est espérer libérer les menstruantes victimes d'ostracisme dans de nombreuses cultures à travers le monde. Et sans doute cet espoir est-il fondé. En Chine, le mois dernier, il y a eu un soulèvement des femmes contre le prix des serviettes hygiéniques. Alors, est-ce que c'est un début de revendication féministe ? L'avenir nous le dira. Et même dans les pays occidentaux, il me semble qu'on peut espérer qu'un tel savoir permettrait de nourrir aussi d'autres formes de progrès, notamment nourrir des discussions plus apaisées entre différentes générations féministes, et particulièrement entre mouvements trans et féministes radicales. Alors, depuis tout à l'heure, je vous ai laissé sur un seul pied, et c'était déjà assez inconfortable. Là, j'annonce le deuxième pas de côté. Le premier, c'était espérer au lieu de se lamenter. Le deuxième pas de côté proposé par ce colloque, c'est des raisons d'espérer au lieu de raisons d'agir.
Alors vous allez me dire, tout ça pour ça, on revient à la passivité. Pas forcément. Parce qu'espérer, c'est espérer en l'action des autres, pas toujours par lâcheté, aussi parfois par générosité, par capacité à se décentrer. Être capable de percevoir des actions portées par d'autres, des changements de mentalité qui sont en cours ailleurs, sous d'autres mots d'ordre, portés par de nouvelles générations, en qui on est capable de reconnaître une mobilisation pour certains idéaux communs, même si on n'est pas forcément d'accord avec toutes leurs idées, et notamment avec leur refus de la différence sexuelle. Quel que soit l'avis de chacun et chacune ici sur la binarité, on peut espérer que dégenrer l'attente permettrait de penser aussi, notamment, l'inscription des corps masculins dans le temps. Finalement, au-delà des éléments scientifiques, c'est un nouveau savoir philosophique qui peut se déployer à partir de l'expérience menstruelle, celui d'une condition temporelle des corps, dont l'expérience menstruelle serait le paradigme. Qu'est-ce que le corps menstruel? Alors c'est d'abord un corps qui est traversé par des lois biologiques qui, pour certaines femmes, leur fait regretter d'être assujetties à l'espèce, comme le dit Simone de Beauvoir, alors que pour d'autres, au contraire, c'est le vecteur d'une communion imaginaire et réconfortante avec un ordre ou des lois de la nature. C'est ensuite un corps irrégulier, comme le décrit Aristote dans Histoire des animaux. Alors, si j'avais su que l'écran était si grand, j'aurais mis plein de citations pour faire sérieux. Bon, là, je vous ai juste mis les titres. Donc, Aristote souligne que les règles ne sont pas liées au rythme de la Lune, mais qu'elles tendent à arriver tous les mois selon un rythme presque lunaire, nous dit-il. Et c'est dans ce temps du presque que réside justement le temps humain que définit Aristote. Dans la physique, il présente un temps qui n'est justement pas le temps idéal, parfait, c'est au contraire le temps des projets ratés, recommencés, un temps automatos, on retrouve le même adjectif que pour les maladies chez Hésiode, c'est-à-dire un temps qui arrive de manière intempestive quasiment, ce hasard qui peut faire échouer les projets humains, mais qui peut aussi libérer les corps et les êtres des lois de la matière et du monde. Par son ambiguïté, le temps menstruel recouvre les contradictions de la condition temporelle, faite à la fois de lois déterministes et de possibles imprévisibles. Attendre ces règles, pour les femmes qui ne disposent pas de moyens de contraception, c'est attendre d'être sûre de ne pas être enceinte, ou pas, parce qu'il existe des règles dites fantômes qui poursuivent un semblant de menstruation pendant les premiers mois de grossesse. Donc il me semble que l'expérience menstruelle fait des femmes des herméneutes de leur corps, mais d'une herméneutique folle, puisque les signes qu'elles déchiffrent sur leur corps sont des signes d'un état et aussi des signes de son contraire. De plus, l'attente des règles est souvent vaine. Parfois, elles arrivent à l'impromptu, souvent elles sont irrégulières, même par rapport au schéma personnel que chacune a pu essayer de dessiner pour soi-même, puisque rares sont les règles qui suivent le rythme défini par la science moderne, ces fameux 28 jours dont le cycle parfait est un fantasme. Cette expérience d'une attente ambiguë, ambivalente et inquiète est rarement décrite dans les textes, mais on peut en trouver la trace dans certains ouvrages médicaux antiques. Dans le corpus hippocratique, notamment, particulièrement dans Nature de la femme, des chapitres entiers sont consacrés à la scrutation de la régularité menstruelle. Mais il n'est pas question d'une cyclicité qui mimerait la période lunaire et un ordre cosmique. Pour la pensée hippocratique, les règles sont attendues comme le signe banal de la santé d'une femme, dont le corps doit se purger régulièrement de son trop-plein liquide, à la façon d'un système hydraulique. Donc on est loin du corps cosmique. Et des lectures féministes un peu trop rapides du corpus hippocratique ont considéré cette scrutation et ce soin médical de la régularité menstruelle comme un souci masculiniste de contrôler le corps des femmes pour le vouer à la reproduction. Il me semble qu'on peut au contraire proposer une lecture inverse. Avant que ne soit légalisée la pilule, les moyens de contraception et l'interruption volontaire de grossesse, le retour des règles était attendu par de nombreuses femmes comme une libération, un soulagement. Dans cette perspective, on pourrait faire l'hypothèse que les traités médicaux qui, depuis Hippocrate jusqu'au XIXe siècle, ont prodigué des recettes et des remèdes pour faire revenir les règles et pour garantir la régularité, c'était le terme utilisé jusqu'au XIXe, la régularité des femmes, tous ces traités procuraient en réalité secrètement aux femmes les moyens de ne plus être enceintes, donc d'avorter, pour appeler les choses par le nom qui était alors tabou. N'était-ce pas déjà un savoir féministe que recelaient ces textes ? Ainsi, l'espoir n'est pas seulement une dimension de l'avenir, l'attente de progrès futurs, il nous appelle à lire dans le passé de quoi nourrir nos espoirs en rouvrant une histoire des savoirs et des pratiques émancipatrices
pour réinscrire la libération féministe dans le temps. Proposer un savoir féministe, c'est espérer libérer les femmes des déterminismes physiologiques autant que des mystères qu'ils recouvrent encore et de l'obscurantisme qu'ils nourrissent. C'est aussi ouvrir l'espérance à rebours. S'il faut que la science du corps féminin progresse encore à l'avenir, on peut aussi y contribuer en tournant nos espoirs vers le passé, en cherchant des pensées féministes et des pratiques émancipatrices cachées jusque dans les corpus les plus anciens. On peut renouer l'histoire collective des espoirs et des attentes féminines, tout en y puisant de quoi frayer d'autres voies féministes pour l'avenir. Et juste comme petit cadeau final, puisque Muriel a ouvert la matinée en évoquant Notre-Dame, je voulais juste vous projeter une photo qui n'a aucun rapport avec mon sujet, mais avec le féminisme et Notre-Dame, un montage d'Orlan que je trouve très inspirant. Voilà, je vous remercie. Beaucoup. On va attendre que Marie Dogan s'assoie. Et comme tout à l'heure, est-ce qu'il y a des questions dans la salle aux différentes intervenantes? Comme me l'a fait remarquer ma voisine, je suis le seul homme. Est-ce que vous avez des questions aux différentes intervenantes? Alors moi, je veux bien commencer par une question. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention, puisque espérer attendre, c'est aussi mettre son cerveau en mode par défaut. Et donc, j'espère qu'on essaiera d'être créatif parmi ces questions. Une question pour le professeur Pauline Chaste. La surreprésentation des jeunes filles parmi les patients suicidaires, elle soulève la question des facteurs de vulnérabilité. Est-ce que parmi les patients qui se présentent aux urgences de Necker, est-ce que vous retrouvez une surreprésentation notamment d'antécédents de violences sexuelles? Et question qui fâche, est-ce que l'égalité sera acquise lorsqu'on aura le même sexe ratio des troubles psychiatriques chez les garçons et chez les filles à l'adolescence, comme pour les maladies cardiovasculaires avec le tabac, j'oserais-je dire? Réponse très courte. Oui, la surreprésentation des filles est toujours extrêmement vraie, voire même encore plus vraie, puisque ce qui a été montré, c'est que les urgences pédopsychiatriques et en particulier les comportements suicidaires avaient augmenté essentiellement chez les jeunes filles. En ce qui concerne l'égalité, je ne sais pas s'il faut souhaiter l'égalité dans ce domaine. On pourrait poser aussi la question, est-ce que l'égalité sera obtenue quand les prisons seront constituées de 50% de femmes et 50% d'hommes? À mon sens, il y a des facteurs socioculturels, mais il y a aussi des facteurs biologiques qui sous-tendent quand même la surreprésentation des femmes qui ont plus de comportements internalisés, comme on dit. Alors moi, je vais rebondir justement là-dessus, parce qu'on a entendu le docteur Chaucron et le docteur Irigoyen parler de la plasticité, de l'évolution. Est-ce que vous pensez que c'est atteignable complètement? Est-ce que cette plasticité peut remplacer l'inné et l'acquis? Ou est-ce qu'à un moment, et quand on voit la société actuellement qui quand même reste relativement violente, avec des besoins de violence quand même, qu'on sent quand même très fort, alors qu'on est dans une société qui normalement devrait avoir aboli tout ça, est-ce que vous pensez qu'il y a un moment où ça va s'arrêter, où vous êtes super pleine d'espoir et que vous pensez que l'éducation va pouvoir supprimer tout ça? Ou l'entraînement, appelez ça comme vous voulez. Moi, je donne une première réponse, mais je partagerai ma réponse volontiers. Je pense que techniquement, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que notre cerveau, le cerveau des enfants, mais aussi des adultes, se développe à la fois sur la base de facteurs génétiques et épigénétiques. Qui dit épigénétique dit environnement, stimulation du milieu, éducation, etc. Et donc, on a l'exemple, par exemple, des enfants qui ont grandi dans les orphelinats roumains, qui n'étaient pas stimulés comme ils devraient et qui présentent des troubles cognitifs qui évoquent ceux d'enfants qui auraient des atteintes neurologiques. Donc, on sait qu'un enfant qui naît avec un cerveau sain ne peut développer toutes ses capacités que sous l'influence des stimulations du milieu. Et on sait aujourd'hui que tous les facteurs environnementaux, culturels, éducatifs, affectifs, psychologiques ont un poids aussi lourd que les facteurs génétiques. Donc techniquement, c'est possible de faire évoluer nos capacités, nos modes de fonctionnement, nos réactions. Ensuite, culturellement, d'un point de vue éducatif, d'un point de vue sociopolitique, c'est une autre paire de manches. Et donc je partage la réponse.
Oui, alors moi je compléterai ce qui vient d'être dit parce que en fait la vraie difficulté c'est effectivement de changer les mentalités. Alors ça c'est pas simple. Quand on voit qu'actuellement il y a de plus en plus de pères qui demandent à passer plus de temps avec leurs enfants, mais que ce sont les mères qui parfois qui s'y opposent. Et au niveau de la justice, les magistrats sont assez perdus. Pour savoir si un père qui s'est montré ponctuellement violent reste quand même un bon père ou pas. Donc il y a beaucoup de recherches là-dessus qui sont plutôt du registre du judiciaire pour essayer de quand même, ce que l'on sait, c'est qu'on essaie de préserver de plus en plus le lien de l'enfant avec ses deux parents et en particulier avec le père. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que ces hommes violents ont souvent été élevés par des pères violents ou simplement n'ont pas eu de père qui s'est occupé d'eux. Donc je crois qu'il y a beaucoup à faire. Je reste décidément optimiste. Je pense qu'on peut changer globalement la mentalité, mais ça prendra beaucoup de temps. Alors, la parole est à l'organisatrice, Muriel Trèves. Mais ça démarre après, il faut que tu parles d'abord. Je voudrais une question pour Sylvie Choqueron. Je voudrais savoir si, quand tu parles des enfants roumains maltraités, tu as parlé de l'évolution et tout ça, mais pour ces cerveaux qui ont été altérés, est-ce qu'il y a une possibilité d'une reprise et d'une évolution ? Alors oui, il y a des études qui ont montré que si on enrichit le milieu après coup et qu'on stimule les enfants de manière adaptée, on va pouvoir développer des fonctions. Il n'en reste pas moins qu'il y a des fonctions pour lesquelles il y a des périodes critiques. On le sait, dans le développement. Et si l'enfant n'est pas stimulé comme il devrait pendant cette période critique, il y a une fenêtre critique pour la vision, il y en a une pour le langage, il y en a pour plein de fonctions. Certes, l'enfant va pouvoir récupérer des fonctions, mais elles ne se développeront jamais comme elles auraient dû se développer. Donc oui et non à la fois. Merci Muriel. Merci. Et donc une question dans la salle de Amina Yamnian. C'est une question pour Sophie Gaudu au sujet de la sanctuarisation, de la possibilité technique de réaliser des interruptions de grossesse. Je me pose la question de la mise à disposition des médications pour exécuter les interruptions de grossesse. À ma connaissance, on fonctionne aujourd'hui avec une molécule qui est sous autorisation temporaire d'utilisation. Et je voulais savoir si ce n'était pas une prise de risque, nous comparons aux Américains qui commencent à avoir des difficultés à exécuter leur peine de mort en raison d'un déficit d'accès aux médicaments que les entreprises pharmaceutiques refusent de pratiquer. Les voici repartis à la chaise électrique. Est-ce que nous, on n'a pas un risque autour de ces questions, étant donné que le Gimiso est sous ATU ? Alors, le parallèle entre le Gimiso et les médicaments l'État l'utilisait aux États-Unis pour la peine de mort me choque un peu, même carrément. Non. Mais disons que le problème n'est pas tellement là, je dirais. Nous avons en France, il y a un monopole de diffusion des médicaments abortifs. 80% des IVG sont faites en France par mode médicamenteux. Il y a un monopole dans la diffusion de ce médicament. Un seul laboratoire vend la mifepristone et le misoprostol. Et il y a là un problème parce que s'il y a une rupture de production, comme il y a déjà eu, il y a failli vraiment avoir l'an dernier, à ce moment-là, il peut y avoir une vraie difficulté d'accès. Et le laboratoire que j'avais contacté à ce moment-là m'avait dit qu'ils avaient l'intention effectivement de rapatrier la production en Europe pour sanctuariser l'avortement médicamenteux et qu'ils avaient l'intention de la rapatrier en Hongrie, ce qui ne semble pas tout à fait adapté. Donc, si vous voulez, il y a là un vrai problème avec 80% d'IVG médicamenteux. Je pense qu'il y a un problème d'accès aux soins si jamais il y a une rupture dans le sens des médicaments. Et c'est une des raisons pour lesquelles il me semble particulièrement important de maintenir l'avortement instrumental et en particulier l'avortement instrumental avec anesthésie locale.
Merci. Oui, donc c'est Encore non, mais, la comparaison, bien entendu, c'est pas avec la peine de mort, c'est avec la difficulté d'accès aux médicaments qui fait que les lois ne peuvent plus être exécutées. Moi, je suis très contente qu'on n'exécute pas les gens dans le monde, qu'on soit bien au clair. Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur. En attendant, moi, je vais poser une question à Marie. Excusez-moi. Rapidement. Oui. Pardon. Oui, le temps que... Attendez, Oui. Ah, il y avait quelqu'un d'autre. Oui. Ah, pardon, J'avais je déjà vous avais pas mis- vu. je vous en prie, je vous en prie. C'est inémis. C'était anopsie, pour excusez-moi. Madame Chocron, j'avais une question. Moi, je suis psychiatre et l'anxiété m'intéresse beaucoup. Et évidemment, je travaille. Il y a beaucoup de patients anxieux qui viennent consulter, par définition. Et je me posais la question entre optimisme et insouciance. Oui, vous avez raison de vous poser la question. Je pense que l'insouciance... Alors, moi, je peux pas parler d'un point de vue psychiatrique, mais plutôt d'un point de vue cognitif, neuroscientifique. Je pense que c'est pas exactement la même chose que l'optimisme d'un point de vue cognitif, parce que l'insouciance, elle peut être rapprochée de la connaissance et de l'attitude qu'on a par rapport à la connaissance, alors que l'optimisme, c'est plutôt... ça a trait plutôt... Enfin, je vais vous donner l'exemple de François Saltiel, parce que c'est un exemple très parlant de cet optimiste invétéré. L'optimisme est plus lié à la mémoire, à l'utilisation que vous faites des souvenirs en mémoire. C'est-à-dire qu'il décrit très bien que c'est comme s'il ne donnait pas la même pondération aux événements qui se sont bien terminés par rapport aux événements qui se sont mal terminés. Et donc, finalement, dans sa mémoire, il y a un poids très important qui est donné aux expériences positives. Et donc, finalement, à chaque fois qu'il va être dans une situation qui évoque une expérience passée, il va relier cette situation à venir à un événement passé positif. Et donc, dans l'optimisme, il y a un poids de la mémoire très important. Alors que dans l'insouciance, je dirais, enfin, moi, je situerais plus l'insouciance au niveau du présent et de la valence que vous donnez peut-être à votre état présent, à ce que vous décidez d'être à chaque instant, mais qui n'est pas forcément lié à ce que vous avez vécu. L'optimisme, ça a l'air, d'un point de vue cognitif, d'être très lié à l'expérience passée et au poids de l'expérience passée dans votre mémoire. Merci. Oui, moi, monsieur, j'avais aussi une question. Je suis psychiatre aussi, et je ne pouvais pas m'empêcher de faire un parallèle avec vos recherches sur le cerveau optimiste et la maladie dépressive et bipolaire, puisque les dépressifs que l'on rencontre ne sont pas de grands optimistes. À quoi bon vivre, puisqu'il n'y a plus aucune raison d'espérer, comme les maniaques, eux, paraissent être de grands optimistes. Et je ne sais pas si dans vos recherches, vous avez pu faire des parallèles sur le trouble dépressif et les anomalies dont vous parlez. Alors, pour tout vous dire, j'aurais bien aimé justement qu'on étudie la mémoire et la façon dont les dépressifs utilisent la mémoire, leur mémoire, et codent les événements positifs et négatifs en mémoire. Parce que ce qu'on a découvert ces dernières années, d'un point de vue mnésique, c'est que la mémoire prospective, c'est-à-dire la mémoire des choses à venir, emploie les mêmes circuits et les mêmes régions que la mémoire du passé. Et donc finalement, il y a une espèce d'analogie dans le cerveau très forte. Se projeter dans l'avenir et penser à quelque chose qui va arriver emprunte les mêmes circuits qu'évoquer une expérience passée. Et donc, il y a là une analogie qui est intéressante, parce que du coup, si on a du mal à se projeter, comme ce qui se passe dans la dépression, si ce qui est à venir va forcément être négatif, ça dit forcément quelque chose de notre mémoire des événements passés et du poids qu'on donne aux événements négatifs. Donc, il y a quelque chose qui est très proche de la réponse que je viens de faire. C'est vraiment, de plus en plus, les gens considèrent la mémoire, non pas comme la mémoire de votre téléphone, surtout pas. C'est pas un outil qui sert uniquement à stocker, c'est un outil qui sert aussi à se repérer à chaque instant par rapport à ce qu'on a vécu et ce qu'on va vivre. Et la mémoire, c'est bien plus qu'un espace de stockage, c'est une façon de reconstruire et de construire sa vie. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire sur le lien entre mémoire et dépression, mais que malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire encore. D'accord. Merci.
Moi, j'ai une question à poser à Marie Degan, qui donc ne connaît rien à la médecine, visiblement. Et j'aurais bien aimé avoir son ressenti, justement, sur... Elle a parlé des règles, qui, malgré tout, alors ça, c'est le médecin qui parle, peuvent ne plus être dans l'attente. Hein. Là, il y a des pilules qui abolissent complètement les règles. Mais quel est, on se tutoie habituellement, quel est ton ressenti par rapport à ce que les autres ont expliqué, notamment sur la plasticité et le fait qu'on puisse se changer et que le cerveau, finalement, puisse changer le corps, à la fois dans les présentations de la première session et dans les présentations d'aujourd'hui, de maintenant. Eh oui. Alors évidemment, mes textes littéraires me sont de peu d'utilité pour répondre à une telle question, mais de ce que je peux comprendre comme béotienne de la science, il me semble qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'études sur les rapports entre le cerveau, le rôle des hormones, etc., sur la cyclicité menstruelle. Si c'est ça le sens de ta question, je préfère passer le micro à des médecins qui pourront répondre de façon plus informée. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la direction que tu voulais prendre. Alors, non, c'est vraiment le fait que, voilà, tu as parlé de quelque chose de cyclique dans la nature, enfin cyclique plus ou moins, mais qui revient régulièrement. Et les autres ont dit, bah, finalement, rien n'est fixé. Et la plasticité du cerveau fait que ça peut changer. Et donc, qu'est-ce que la différence entre ce côté cyclique et ce côté, finalement, bah, on parle d'espérance, mais en fait, on peut changer l'avenir, en fait, et on peut changer son propre avenir, ce qui est quand même... Nous, on en parlait tout à l'heure quand on parlait d'immuno. C'est hyper stupéfiant, quoi, pour un médecin de savoir que finalement, ce qu'on a dans la tête, on peut changer. L'immunothérapie peut changer la mucoviscidose, la drépanocytose, voire même on peut avoir mal au ventre parce qu'on a déjà eu mal au ventre. Alors, sur un strict plan factuel, effectivement, le cycle, il n'est pas régulier. Et surtout, on constate qu'il y a beaucoup de femmes chez qui les règles disparaissent ou connaissent des arythmies, que ce soit lié... Enfin, l'aménorrhée est un phénomène connu médicalement, bon, que ce soit lié à l'anorexie, à la dépression. Enfin, il y a énormément de variations avant même le moment de la ménopause. Mais... est-ce qu'on pourrait, par exemple, se transformer et estimer que les règles ne font pas forcément partie de ce qui fait un corps féminin pour une certaine culture ? Oui, certainement. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments de l'histoire, je ne sais pas si c'est le sens de ta question, mais c'est le sens de ma réponse, qui est forcément un peu culturaliste ou déconstructiviste, j'en sais rien, mais pas médicale. Il y a eu des moments où les hommes pensaient avoir leurs règles, par exemple. Donc vous avez des travaux sur les hommes de l'âge classique qui écrivaient leurs écoulements, leurs rythmes, etc. Vous avez à la fin du 19e siècle Freud qui écrit à son disciple Fliess pour parler de ses propres règles, parce que Fliess est un dingo qui pense que les hommes ont des rythmes de 23 jours, et il a demandé à son ami Freud de l'aider à prouver ça. Alors, Freud est en train d'étudier le rythme de l'inconscient, donc bon compagnon, il veut bien répondre à cette question. Mais donc, il y a eu des moments où on n'a pas considéré que la cyclicité liée à des écoulements ou à des états corporels ou psychiques était le propre des femmes. Et si vous regardez les traités hippocratiques, aussi les hommes ont des cycles. Bon, même si c'est pas forcément des cycles liés à un écoulement sanguin. Mais donc, il y a une manière très variable de concevoir cette régularité et ce qu'on en fait et la façon dont ça vient s'inscrire dans une manière d'étiqueter les genres, notamment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Il y a une dame là-bas. Eh bien, madame là-bas, avec le châle rose. Merci. Moi, j'étais sage-femme jusqu'à il y a 3 ans. Et j'ai travaillé en PMI sur mes dernières années. Avant, je travaillais en CHU. Et j'ai été confrontée énormément aux interruptions de grossesse, à l'IVG et le début des interruptions de grossesse aussi. Et il y a une question que je me suis posée, que je me pose, c'est plutôt une question que je me pose, mais c'est autour de l'IVG. C'est que donc c'est dans la Constitution, l'IVG, mais les femmes, en fait, c'est toujours une question, quelque chose de tabou. Et j'ai pas vu vraiment une grosse différence. J'ai commencé à travailler dans les années 82, les années SIDA. Mais donc je me suis arrêtée en 2021. Et quand on rencontre les patientes enceintes qui vous racontent, bon, j'ai eu un enfant, 2 enfants, et puis je posais quand même la question, vous n'avez pas eu d'IVG? Et c'est quelque chose qui est vraiment tabou, même au sein de la planification. Les équipes cachent. Et moi, je disais aux femmes, vous avez une IVG, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et je me dis, c'est dans la Constitution, mais j'ai l'impression que les femmes, encore, c'est un sujet on ne doit pas en parler, quoi.
Donc c'est une question que je me pose, enfin que je me posais. JP, pourquoi ? Pour aller dans votre sens, je dirais que malgré la piètre, à mon sens, valeur de la rédaction de l'article constitutionnel, il participe à lever le tabou. Voilà. Mais effectivement, ça reste quelque chose qui est peu évoqué, bien que ça concerne une femme sur 3 dans sa vie. Une dernière question et après on fera la pause pour le déjeuner. Là-haut. Où ça, là-haut? Elle est en train d'arriver, voilà. À vous. Bonjour, je suis psychiatre et je m'intéresse au traumatisme à travers les générations et je voulais savoir si vous aviez étudié la manière dont les traumas qui se répètent à travers les générations, en particulier la Shoah par exemple, a une répercussion sur la manière de se positionner en étant plus ou moins pessimiste sur l'avenir. C'est une question pour Madame Chocron, pardon. Tout le monde espérait que ce soit pour moi. Hein. Je vous dis juste pourquoi ça rigole sur la scène. Alors clairement, c'est ce que j'ai essayé de dire, mais forcément, j'étais obligée d'aller un peu vite. Clairement, l'optimisme est lié aux expériences passées. Clairement, beaucoup plus qu'à la génétique. Mais c'est pas parce que c'est pas lié à la génétique que les traumatismes se transmettent pas à travers les générations. Hein. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas un gène qui code pour l'optimisme, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Parce que on sait aujourd'hui que quand on parle d'épigénétique, on parle de quelque chose dans l'environnement qui transforme, qui agit sur l'expression des gènes. Mais cette modification de l'expression des gènes, elle peut se transmettre au cours des générations, même si on n'avait pas un gène qui codait au départ pour une fonction. Donc, du coup, dire que nos expériences passées et que l'environnement modifie notre optimisme et que l'optimisme est lié aux expériences et pas à la génétique ne dit pas que ça ne se transmet pas au cours des générations. Donc, que ce soit n'importe quelle situation de stress. Donc, moi, j'ai travaillé sur le stress prénatal et il se trouve qu'il y a des recherches qui montrent que, par exemple, dans des situations, dans des pays où il y a eu des grandes famines, ou des grands événements graves sur le plan écologique, des énormes tempêtes, des sécheresses, etc., on a des modifications au niveau du comportement ou des troubles chez les enfants qui vont se transmettre sur plusieurs générations, alors que c'est un événement donc physique qui est arrivé. Donc oui, il y a des données maintenant qui montrent qu'on peut, un événement vécu, une expérience vécue, peut se transmettre à travers les générations. Oui. Que ce soit des guerres, des événements sociopolitiques ou des événements climatiques ou des famines ou quoi que ce soit. Oui, il y a une grosse littérature là-dessus. Bien, merci à tous, merci pour cette matinée.